Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des sources qui éclairent l'histoire et l'héritage amérindien dans la Caraïbe. Notre but, essayer de décrypter un peu la méthode choisie par l'auteur pour aborder ce sujet complexe et souvent méconnu. Alors, ce qui frappe d'abord, c'est vraiment l'utilisation massive des sources primaires. L'auteur explique elle-même que face au scepticisme, parfois même de ses élèves qui lui demandaient « Mais madame, où est-ce que vous prenez ces informations ?» elle a décidé de laisser les sources vivre en quelque sorte, pour étayer ses dires et puis aussi pour inviter à la critique. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une démarche de transparence qui est assez remarquable, je trouve. En intégrant comme ça directement des extraits de chroniques, de documents d'époque, elle ne fait pas que raconter. Elle donne vraiment accès aux matériaux bruts de l'historien, si on veut. C'est une approche très rigoureuse, presque scientifique dans ce souci de la preuve. Ça permet de suivre le raisonnement, de vérifier, de nuancer aussi. Et ça, c'est crucial pour une histoire qui est finalement assez peu enseignée. Elle crée un dialogue, en fait, entre le passé et le présent, à travers ces textes bruts. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'elle utilise ces sources pour déconstruire activement des mythes, des idées reçues assez tenaces. Prenons un exemple. L'idée d'une extermination totale des Kalinagos en Martinique après la bataille de Font-Saint-Jacques. C'est un récit qu'on entend souvent. L'auteur, elle oppose à ça des extraits des annales du Conseil souverain. Et ces extraits prouvent non seulement leur présence continue après cette bataille, mais même l'arrivée d'autres Amérindiens par la suite. Elle ne se contente pas d'affirmer, elle montre, source en main. Exactement. Et cette confrontation directe avec les archives, ça permet de corriger aussi d'autres mythes. On pense au mythe du bon sauvage, par exemple. Une image qui, même si elle partait parfois d'une bonne intention, a pu être préjudiciable. Elle a pu, infantiliser ces peuples, masquer la complexité de leur société. L'auteur montre bien comment cette image, souvent née du regard européen, a pu occulter les stratégies politiques réelles, les alliances, les conflits internes propres à ces sociétés amérindiennes. Donc la méthode critique, elle s'applique aussi aux interprétations passées, même celles qui semblaient bienveillantes. Et cette approche, elle combat ce que l'auteur nomme l'action de taire. C'est intéressant comme expression, c'est-à-dire cette tendance historique à ignorer ou à minimiser, voire déformer la présence et le rôle des Amérindiens. Oui, c'est ça. En exhumant des faits précis, tirés des sources, elle redonne de la visibilité à leurs actions. On ne parle plus seulement de victimes passives de la colonisation. D'accord. C'est un point qui me semble essentiel. L'analyse minutieuse des chroniques, ça révèle une diversité de formes de résistance. Il y a la résistance armée, bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi la fuite, le marronnage vers l'intérieur des terres ou d'autres îles. Il y a les stratégies de survie, les alliances, parfois même avec certains Européens contre d'autres. L'utilisation de la connaissance fine du terrain aussi. Les sources, quand on les lit attentivement, elles leur redonnent une place d'acteur. Elles leur redonnent leur agentivité, comme on dit, leur capacité à agir, à faire des choix, même dans des contextes terriblement contraints. Ce ne sont plus juste des objets décrits par d'autres. L'auteur mentionne aussi que son travail initial se situait un peu entre l'histoire et l'anthropologie. Elle ne cherchait pas seulement à établir des faits, mais aussi à comprendre comment un héritage amérindien a pu se transmettre, se mélanger dans la société créole émergente. Absolument. Et cette double perspective histoire-anthropologie, elle est toujours ancrée dans cette analyse critique des sources. C'est ça qui est important. Ça permet de lier les événements historiques aux survivances culturelles qu'on peut encore observer parfois. Et ça permet aussi de décrypter le regard des chroniqueurs européens eux-mêmes. On voit bien comment ils projettent leurs propres obsessions, leurs catégories morales, leur imaginaire, sur ce qu'ils observent. Donc l'analyse des sources, elle nous informe sur les Amérindiens, mais aussi beaucoup sur ceux qui écrivaient à leur sujet. La rigueur, elle est double en quelque sorte. Alors, si on essaye de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de cette méthode ? On a cette transparence via les sources directes, une analyse critique constante des récits établis, et puis une volonté claire de redonner voix et capacité d'action aux peuples amérindiens de la Caraïbe. Oui, c'est une approche qui expose ses fondations, qui montre comment elle construit son savoir. Et ça soulève une question plus large, je crois, sur la manière dont on fabrique l'histoire. Surtout l'histoire des peuples marginalisés, dont la voix a été longtemps étouffée. Cette démarche rigoureuse, qui met ses preuves sur la table et qui questionne les interprétations passées, n'est-elle pas absolument cruciale pour arriver à une compréhension plus juste, plus complexe, moins monolithique du passé ? C'est une piste de réflexion peut-être, sur la responsabilité de celles et ceux qui écrivent l'histoire aujourd'hui face au silence du passé.